On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'explication par rapport à l'article que j'ai publié qui s'appelle Le bon pain sans gluten, les clés pour bien choisir. Alors, j'ai eu des questions et des réflexions par rapport à cet article et j'ai pensé que ça pourrait être intéressant que je vous explique mon point de vue et pourquoi j'énonce tout ça, parce que visiblement peut-être l'article n'était pas suffisamment explicite. Pourquoi il faut qu'on parle du bon pain sans gluten? Alors la première des choses, c'est que le marché est sensiblement élargi depuis 10 ans et donc vous pouvez trouver dans les magasins bio, dans les supermarchés et même dans les boulangeries traditionnelles des pains sans gluten, donc qui sont estampillés sans gluten. Et après, je pense que ça peut être très intéressant d'aller plus loin et ne pas juste rester sur cette étiquette sans gluten, mais de voir est-ce que ce pain peut véritablement vous faire du bien au-delà du fait qu'il est sans gluten, et surtout est-ce qu'il peut vous nourrir, est-ce qu'il y a des nutriments dedans et est-ce que ça ne peut pas vous faire du mal par ailleurs. Je suis donc Gabrielle Tamas, thérapeute alimentaire depuis plus de 10 ans et j'enseigne en fait l'individualisation à l'alimentation qu'on appelle profilage alimentaire selon l'approche de Tati Lowers depuis 5 ans. C'est dans cette optique-là en fait que je vous parle d'un bon pain sans gluten. Donc dans cet esprit-là, déjà le premier postulat c'est que chaque personne est différente et forcément nous n'avons pas les mêmes besoins, même si on peut avoir les mêmes types de maladies ou de problématiques. Ça ne veut pas dire que les réponses en fait qu'on va donner à chaque personne vont être, on va dire, à taille unique. Dans l'approche de l'alimentation ressourçante, nous parlons toujours de qualité alimentaire, puisque quand on est mal en point, quand on a une maladie, quand on a des symptômes gênants, bien entendu, le premier but, c'est de pouvoir se faire du bien via l'alimentation. Donc, pour pouvoir faire ça, nous avons absolument besoin des ingrédients et des matières premières de première qualité, parce que c'est ça qui va pouvoir justement nous amener à la fois les nutriments, mais aussi les vitamines, les cofacteurs, les oligo-éléments et plein de bonnes choses en fait qu'on peut retrouver dans les aliments. Ces critères de qualité, bien entendu, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est des choses qui existent depuis pas mal de temps et qui ont aussi des recherches assez on va dire étendu. Et donc du coup, dans l'article, j'ai cité par exemple le livre de Michael Pollan qui peut être très intéressant. Et donc du coup, je vous donne aussi un lien vers mon article sur le site alimentation-intégrative.fr où en fait, je donne une infographie pour savoir comment on peut choisir des produits alimentaires pour que déjà à la base, ils soient bons. En fait, c'est très très simple. Alors, ne vous trompez pas, ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile à faire, mais en tout cas, le principe est très très simple. Il y a 5 questions à se poser. La première, est-ce un aliment traditionnel? C'est-à-dire que est-ce que nous avons, pendant des centaines, voire des milliers d'années, une historique que l'humanité a consommé tel ou tel aliment dans telle ou telle forme que nous apprêtons à faire, parce que si oui, c'est que a priori, l'histoire a montré que c'est tout à fait apte à nourrir un humain sans aucun souci. La deuxième question à se poser, est-ce que cet aliment est naturel? C'est-à-dire, est-ce que ça existe dans la nature? Si ça existe dans la nature, comment c'était transformé pour pouvoir atterrir en fait dans ce produit? Donc, il ne suffit pas que l'aliment soit naturel. Il faut aussi que la transformation qu'on a appliquée à cet aliment soit de manière traditionnelle, si possible pas industrielle, et qu'il n'y a pas une dénaturation en fait de l'aliment, puisque on cherche toujours des nutriments. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Après, quand vous regardez en fait sur l'étiquette les ingrédients, regardez toujours si vous connaissez tous les ingrédients. Si votre grand-mère n'aura pas quelque chose dans son placard, c'est que ce n'est pas le cas. Vous pouvez toujours vous souvenir comme ça. Donc ça, c'est très très facile. Toutes les ingrédients qui commencent par un E et après il y a un chiffre, ou alors les ingrédients un peu barbares, ceux dont vous avez jamais entendu parler. Bah, en fait, si votre grand-mère ne l'avait pas dans son placard, c'est que c'est pas particulièrement quelque chose qui peut être traditionnel.
La quatrième question à se poser, est-ce que vous savez comment les ingrédients ils ont été transformés? Alors, nous avons déjà parlé de transformation dans la deuxième question, mais ici, c'est très très spécifique. Parce qu'en fait, on sait que, par exemple, quand il y a un aliment à la base, même bio, qui était de très bonne qualité, plein de nutriments, mais si on passe en fait de façon industrielle dans une extrudeuse, bah, en fait, malheureusement, on perd toutes les qualités nutritionnelles qui seraient intéressantes pour nous. Donc, en fait, là aussi, il y a la tradition qui est important et la transformation avec respect pour les nutriments qui sont dans les aliments. Et vous allez voir, on va y revenir quand on va parler du pain plus spécifiquement. Et après, nous avons la cinquième question que vous pouvez vous poser. Est-ce que cet aliment est de saison et est-ce qu'il est local? Alors ça, c'est quelque chose qui peut être très très intéressant, bien entendu, déjà quand on est dans une démarche de développement durable, mais aussi dans une démarche de santé, puisque quand c'est quelque chose qui est local et de saison, il y a beaucoup plus de chances qu'il y a des nutriments dedans. Par exemple, si vous pensez à des tomates qui ont été produits dans des serres, même si c'est des tomates bio et que vous achetez en décembre, ils vont absolument pas avoir les mêmes nutriments dedans que les tomates que vous pouvez avoir dans votre jardin au mois d'août par exemple. Donc ces questions-là, en fait, ils ne sont pas spécifiques au pain. Encore une fois, vous pouvez faire ce petit jeu avec n'importe quel produit alimentaire que vous apprêtez à acheter. Après, quand on parle de pain, on va rentrer dans quelque chose de plus spécifique. Donc là, je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer ces préceptes d'alimentation santé et de nourriture vraie, comme Tati Lowers a dit dans son livre éponyme, pour la fabrication de pain et spécifiquement du pain sans gluten. Alors, la première chose à quoi j'attire votre attention, c'est que, vous savez, le pain à la base, c'est de la farine, c'est de l'eau et du sel. Et c'est tout. Donc en fait, on va essayer de se rapprocher le plus possible à ça. Alors bien entendu, le fait qu'on utilise des farines sans gluten, ça nous complique un peu les choses, mais l'idée quand même, c'est de ne pas ajouter plus de choses que ce qui est vraiment nécessaire. Alors, je spécifie qu'on est toujours dans une optique alimentation santé. Il y a des travaux extraordinaires, bien entendu, de plein de boulangers ou de pâtissiers ou même des industriels qui font en fait des recherches au niveau du goût, au niveau de la texture, etc. Je trouve ces recherches extrêmement intéressantes et bien entendu, ça peut faire très très plaisir quand on a retrouvé quelque chose qu'on a adoré dans une version avec gluten, dans une version sans gluten qui se rapproche véritablement au goût et à la texture. Mais en fait, ici, encore une fois, je vous rappelle, on est dans une optique de santé. Donc, bien entendu, on cherche le goût, on cherche les textures, mais ce n'est pas ce qui prime en fait sur le reste. Ce qui prime, c'est véritablement la santé et la qualité. Donc, qu'est-ce qui se passe si nous appliquons nos principes et nos questions pour vérifier si un pain est un bon pain sans gluten, bon sous-entendu, bon pour la santé? Alors, la première des choses, c'est que le pain devrait être fabriqué au levain et pas à la levure. Le pain et d'ailleurs toutes les céréales doivent en fait subir une transformation suffisamment longue pour pouvoir on va dire décomposer les composants antinutritionnels, les inhibiteurs d'enzymes, l'acide phytique, les lactines, etc. Et donc pour ça, c'est absolument nécessaire que le céréale soit dans un environnement suffisamment acide, ce qui est apporté par le levain, et qu'il y a un temps de repos en fait suffisamment long. Et c'est pour ça qu'on parle de minimum 6 heures. La deuxième critère, quand on parle du bon pain sans gluten, c'est la qualité des farines, bien entendu, parce que la qualité des farines va aussi déterminer la qualité du pain et aussi sa valeur nutritionnelle. Et donc, pour ça, on conseille, et d'ailleurs déjà le docteur Kousmine conseillait, on conseille des farines moulues sur une meule de pierre. Et alors, ça, c'est optionnel, mais si jamais c'est possible pour vous, ça peut être aussi très intéressant de
moudre en fait les graines et les céréales ou les pseudo-céréales par vous-même parce qu'en fait comme ça il n'y a pas beaucoup de temps qui se passe entre la mouture et l'utilisation de la farine et donc on peut bénéficier de tous les nutriments qui sont présents en fait dans les céréales ou des pseudo-céréales. Le troisième critère, c'est la simplicité des recettes. Comme j'ai énoncé tout à l'heure, le pain à la base, c'est de la farine, de l'eau et du sel. Donc, encore une fois, ça se complique un tout petit peu pour des pains sans gluten parce qu'il faut qu'on remplace en fait le gluten pour donner une structure qui peut retenir en fait l'air à l'intérieur de la pâte. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas trop mélanger ni les farines ni les autres ingrédients en fait dans le pain. Alors, c'est là où, par exemple, quand je parle des recherches sur la texture et sur le goût, vous pouvez vous retrouver avec des recettes en fait qui ont 15 ingrédients et je comprends tout à fait cette logique-là quand on est hors de la logique de la santé. Mais quand on sait que des personnes qui ont des intolérances au gluten ont toujours une dysbiose intestinale et donc des problématiques liées à la digestion, à l'assimilation, etc., on essaye de faciliter le travail pour le corps. Et pour ça, il est primordial qu'il y a le moins de mélange possible pour faciliter tout ce travail-là en fait. Alors, j'ai mis dans l'article plus spécifiquement que dans les mélanges, on essaie d'éviter le soja parce que c'est une légumineuse et c'est extrêmement agressive avec les intestins. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant quand vous avez des problèmes liés aux intolérances ou des problèmes liés aux intestins pour pouvoir éviter ça. Le quatrième critère, c'est exactement ce qu'on a déjà vu dans les critères généraux, c'est le pain devra être préparé sans additifs. Alors, dans les additifs, il peut y avoir toutes ces petites chiffres précédés par la lettre E, mais je parle également des gommes ou des fibres ajoutées ou des arômes ou encore des sucres, y compris le sirop de riz ou des sirops de betterave ou autre chose. Si vous voulez en savoir un peu plus pourquoi en fait je conseille d'éviter pour des personnes qui ont des intolérances au gluten les gommes, vous pouvez aller voir sur le blog donc academiedusansgluten.fr l'article qui parle en fait pourquoi je le déconseille. Le dernier critère c'est on va essayer d'éviter des graisses trans. Alors, il y a très peu de consensus en matière de nutrition et alimentation santé parmi les grands courants que vous pouvez connaître. Il y en a quand même deux consensus qui sont, on va dire, présents partout. La première, c'est éviter le plus possible du sucre. Et la deuxième, c'est éviter les graisses trans. Donc les graisses trans sont des graisses qui ont été cuites, surcuites ou alors désodorisées ou estérifiées ou saturées artificiellement, industriellement. Et on sait que ce sont les graisses qui peuvent être responsables des maladies cardiovasculaires, du syndrome métabolique et de plein d'autres choses. Ce ne sont pas les graisses eux-mêmes qui sont en cause parce qu'on en a tous besoin, mais en fait, ce sont les graisses transformées. Donc du coup, quand on fait du pain, on va essayer de faire attention à ça et on ne va pas utiliser des graisses végétales ou des huiles végétales qui sont en fait très instables et qui pourraient se transformer en graisse trans suite à la température qu'on va utiliser pour la cuisson du pain. Donc c'est pour ça que je ne conseille pas ni d'ajouter des graisses dans la recette, en tout cas quand c'est possible de l'éviter, ou alors si on en ajoute ceux qui sont stables à la cuisson et pas des huiles végétales et surtout pas des huiles qui contiennent, ou des graines d'ailleurs, qui contiennent des oméga 3 comme par exemple les graines de lin ou des graines de chia. Alors j'espère qu'avec tous ces critères, la prochaine fois quand vous allez rencontrer une recette ou un bon pain sans gluten, vous allez pouvoir le reconnaître sans aucun souci. J'espère que ces critères vont pouvoir vous aider à prendre véritablement une décision d'acheter ou de ne pas acheter quelque chose. Mais après, bien entendu, je dis toujours que ce n'est pas parce qu'on a établi ces critères que c'est quelque chose qui est rigide et qui doit être toujours présente. Dans mon travail, j'aime beaucoup parler en fait
de ce principe, on va dire 80-20, c'est-à-dire que si dans les 80% du temps, vous êtes dans ces principes de nutriments, d'alimentation santé et donc tous ces critères qu'on vient d'énumérer, à ce moment-là, de temps en temps, quand vous voulez vous faire plaisir, quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez pas le temps, quand vous, je sais pas, quand vous rencontrez une occasion de pouvoir goûter quelque chose qui ne rentre pas dans ces critères, bah surtout, n'hésitez pas, c'est pas du tout un problème. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que tant que ce n'est pas quotidien et tant que ça ne revient pas très souvent et votre corps il ne proteste pas trop, bah du coup, bien entendu, ça peut tout à fait rentrer dans on va dire, dans un mode alimentaire sans gluten qui est basé sur l'alimentation ressourçante et qui soutient votre santé. J'espère que ces critères vous seront utiles et donc n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et de vous inscrire à la newsletter de l'Académie du Sans Gluten. Je partagerai d'autres astuces et d'autres idées qui sont en lien avec l'alimentation santé et plus spécifiquement avec l'alimentation santé sans gluten. À bientôt!